Je m'appelle Emily Carter Brooks, j'ai 30 ans, et le réveillon de Noël dernier aurait dû être simple. Je tenais mon fils de 7 mois dans mes bras, essayant de le calmer à la table de salle à manger de mes parents, tandis que toute la maison bourdonnait de cette sorte de joie de fête tendue qui n'a l'air chaleureuse que de l'extérieur. Mon frère était encore d'une de ses humeurs, le genre où tout le monde ajuste sa voix, son rythme, même sa façon de respirer. Juste pour qu'il soit à l'aise. Il avait une grosse affaire commerciale qui lui pesait. Et d'une manière ou d'une autre, cela signifiait que le reste d'entre nous devait agir comme des accessoires dans une performance familiale parfaite. Je me souviens avoir calé mon bébé contre mon épaule et m'être dit de passer le dîner tranquillement, de sourire quand il le fallait et de partir avant que les choses ne tournent mal. Mais les bébés ne se soucient pas des apparences, et ils ne se soucient certainement pas de l'ego d'un homme adulte. Mon fils était fatigué, surstimulé et à quelques minutes de pleurer, et je sentais déjà la pièce changer autour de nous. Chaque petit son qu'il faisait semblait irriter davantage mon frère. Chaque fois que j'essayais de me lever pour emmener mon bébé dans un endroit calme, on me disait de me rasseoir, de me détendre, d'arrêter d'être si sensible, d'arrêter de tout transformer en problème. J'aurais dû faire confiance au nœud dans mon estomac à la seconde où je l'ai senti. Parce que moins d'une heure plus tard, au milieu du dîner de Noël, mon frère a posé sa main sur mon bébé. Quand j'ai réagi, je pensais que le pire serait ce qu'il avait fait. J'avais tort. Le pire fut ce que ma famille a fait ensuite. Et au moment où mon mari a finalement franchi cette porte, personne à cette table ne pouvait cacher ce qu'ils étaient devenus. Avant de vous dire exactement ce qui s'est passé à cette table et pourquoi je suis parti avec mon bébé dans les bras, je veux vraiment savoir comment c'est de votre côté de l'écran ce soir. L'histoire semble beaucoup plus réelle et personnelle quand je sais à qui je parle. Le dîner avait à peine commencé. Depuis 10 minutes que toute la pièce a commencé à se plier autour de mon frère. Comme elle l'avait toujours fait. Il se tenait au bout de la table, une main autour d'un verre de vin, parlant de permis, d'investisseurs et d'un projet de développement près de Denver qui était censé le rendre plus célèbre que jamais. Ma mère souriait à chaque phrase comme s'il annonçait un prix Nobel. Mon père hochait la tête au bon moment, même si je savais qu'il comprenait à peine la moitié de ce qui sortait de la bouche de son fils. La télévision dans le salon diffusait encore le faible rugissement d'un match de la NFL. Les lumières du sapin clignotaient dans le coin, et toute la maison semblait étouffée par la chaleur, la nourriture et la pression. Ethan était sur mes genoux à ce moment-là. Parce qu'il avait déjà commencé à se tortiller et à s'agiter sur son siège. Il était fatigué. Ses joues étaient chaudes. Et chaque instinct en moi me disait qu'il avait besoin d'une pièce sombre et calme et d'environ 20 minutes loin d'eux. Tout ce bruit. Je me suis penché et j'ai embrassé le sommet de sa tête, puis je me suis levé à moitié de ma chaise. J'ai dit que j'allais juste l'emmener à l'étage une seconde. Mon frère a à peine tourné la tête avant de dire « Assieds-toi. » Pas maintenant. J'ai ri faiblement parce que je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nous sommes au milieu de quelque chose d'important. Ne fais pas de scène. » Ethan a alors poussé un cri plus aigu, du genre qui fait tourner les têtes. Rapidement. Je l'ai bercé doucement et lui ai dit que tout allait bien, mais il en avait assez. Il s'est cambré contre mon bras et a commencé à pleurer pour de vrai. Je me suis levé à nouveau et cette fois, ma mère s'est penchée et a touché mon poignet comme si j'étais le problème, pas mon bébé épuisé. Elle a dit, chérie, détends-toi. Il va se calmer. Tu te précipites toujours pour l'éloigner à la seconde où il fait un bruit. Mon père a marmonné quelque chose. Sur le fait que les bébés devaient s'habituer au bruit de la famille. Mon frère a esquissé un sourire crispé qui n'a jamais atteint ses yeux. Puis il a dit à la table assez fort pour que tout le monde entende, c'est exactement ce que je veux dire.
Chaque fête se transforme en drame si une personne le décide. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. J'ai dit, il a 7 mois. Il est fatigué. Je l'emmène à l'étage. J'avais à peine déplacé Ethan plus haut sur mon épaule quand mon frère s'est avancé vers moi. Pas assez près pour paraître ouvertement menaçant. Juste assez près pour qu'il soit clair qu'il me bloquait. Il a dit, un bébé qui pleure ne va pas gâcher Noël, à moins que tu ne le laisses faire. Ethan a crié plus fort. À cette seconde précise, effrayé par la voix masculine plus grave et toute la tension qui émanait des adultes autour de lui. Mon frère a tressailli comme si le son l'offensait personnellement. Il a claqué des doigts une fois près du visage d'Ethan et a dit, « Eh, ça suffit. » J'ai instinctivement tourné mon corps. J'ai dit, « Ne fais pas ça. » Je voulais dire, « Ne le serre pas. Ne le touche pas. N'aggrave pas les choses. » Mais mon frère avait déjà franchi cette ligne dans sa tête. Il s'est penché avec ce regard impatient qu'il avait l'habitude d'arborer quand quelque chose n'allait pas assez vite pour lui. Et avant que je puisse me tourner complètement, sa main est passée et a franchi la limite mon bébé sur la joue. Ce n'était pas une tape. Ce n'était pas un effleurement. Il y a eu un contact très brusque qui a produit un son assez sec pour fendre toute la pièce. Ethan a cessé de pleurer pendant une seconde de pur choc. Puis, son visage s'est plissé et il a gémi d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je me suis figé. Mon corps a bougé une demi-seconde après. Mon esprit parce que je ne pouvais vraiment pas assimiler ce que je venais de voir. Puis j'ai serré Ethan contre ma poitrine si vite que ma chaise a failli basculer. Sa petite joue devenait déjà rouge sous mes doigts. Je me souviens avoir entendu ma propre voix avant de me sentir parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Chez toi? Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère s'est à moitié levée, puis s'est rassise. Mon père a regardé fixement comme s'il voulait que le moment disparaisse s'il n'y réagissait pas pleinement. Une de mes cousines a regardé son assiette. Mon frère, l'homme qui venait de s'en prendre à un bébé de 7 mois, a fait lever les yeux au ciel et a dit, « Oh mon Dieu, Émilie, arrête. » Il ne voulait pas arrêter de pleurer. J'ai dit, « Tu as levé la main sur mon fils. » Il a eu ce rire sans joie et a levé les deux mains comme si je perdais le contrôle pour rien. Il a dit qu'il l'avait à peine touché. Que j'agissais comme s'il l'avait frappé. Tout mon corps tremblait. Les pleurs d'Ethan s'aggravaient, plus fort, plus effrayés. Ses petits poings s'ouvrant et se fermant contre mon pull. Et tout ce que je pouvais penser était, éloigne-le d'ici. Éloigne-le maintenant. Mais avant même que je puisse bouger, ma mère a retrouvé sa voix. Et ce qu'elle a choisi de dire n'était pas « Jason. Que as-tu fait ?» C'était « Émilie. Baisse la voix. Tu agites encore plus le bébé. » Je l'ai regardé comme si je ne l'avais jamais vu auparavant. Je pense que peut-être je ne l'avais jamais vu. Parce que, à ce moment-là, avec mon enfant qui pleurait dans mes bras et la marque de cet instant sur son visage, j'ai vu la vérité d'une manière que je n'avais jamais vue. Lorsque j'étais la seule à souffrir. Une partie de moi pensait encore que quelqu'un, n'importe qui, se lèverait et dirait que cela était allé trop loin. Je n'avais aucune idée que ce qui allait suivre ferait encore plus mal que la gifle elle-même. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu une pause héroïque où toute la table a repris ses esprits. Il n'y en a pas eu. Ce qui s'est passé à la place était pire. Parce que c'était si familier. Mon frère a redressé les poignets de sa chemise. Comme s'il venait d'être dérangé, pas exposé. Ma mère s'est précipitée pour protéger l'atmosphère. Mon père s'est précipité pour protéger mon frère. Et en quelques secondes, je suis devenue celle que tout le monde essayait de gérer. Je n'arrêtais pas de dire, regardez son visage. Regardez le visage de mon bébé.
Personne ne voulait le faire. Ma mère s'est levée et a dit, Ethan va bien. Il est surpris. C'est tout. Mon père a dit, Jason n'aurait pas dû faire ça. Bien sûr, mais ne montons pas cela en épingle. Cette phrase, monter cela en épingle. J'en avais entendu des versions toute ma vie. Quand Jason a démoli mon vélo et a dit à tout le monde que je l'avais laissé dans l'allée. Quand il a cassé la porte de ma chambre au lycée et que mes parents ont dit que les frères et sœurs se disputent. Quand il m'a crié dessus le jour de ma remise de diplôme universitaire parce que mes grands-parents voulaient d'abord une photo avec moi. Chaque blessure dans cette maison avait toujours été accompagnée du même pansement. Maintenir la paix. Ne pas embarrasser la famille. Ne pas défier le fil en or quand il est stressé. Sauf que cette fois, la personne qui tremblait dans mes bras était mon bébé. J'ai dit, je m'en vais. Je me fiche de ce que vous dites. Je prends Ethan et nous partons tout de suite. Jason a ri de nouveau et s'est versé plus de vin. Il a dit, la voilà partie. Sainte-Émilie, attendant toujours son grand moment de victime. Je me suis retourné vers lui si vite que j'ai presque effrayé Ethan à nouveau. J'ai dit, tu touches mon fils une fois de plus, et j'appellerai la police si vite que ta tête va tourner. C'est à ce moment-là que toute la pièce est passée du déni à la défense. Mon père s'est levé et a dit. Absolument pas. Ma mère s'est interposée entre nous comme si j'étais là. Menace. Elle a dit, il y a des enfants ici. Ne commence pas à parler comme ça. La veille de Noël. J'ai presque crié, il y a déjà un enfant ici. Il est dans mes bras. C'est celui que ton fils vient de bousculer. Mais mes mots ont été avalés par le bruit de tout le monde essayant de me calmer au lieu de nommer ceux qui s'était passé. Jason a dit, si tu appelles la police pour ça, tu vas tout détruire sans raison. J'ai dit, sans raison. Il a montré la salle à manger. La belle porcelaine, l'argenterie polie, le bourbon cher ouvert sur le comptoir. Tout le fantasme fragile qu'il pensait posséder. Il a dit, as-tu la moindre idée de ce que j'ai en jeu pour les 2 prochaines semaines? Sais-tu ce que les gens disent des familles instables? Sais-tu ce que cela ferait à une affaire comme la mienne si ça se savait? Voilà. Pas de remords, pas de peur. Pour Ethan, pas de honte, juste les affaires, juste l'image, juste lui. Ma mère a commencé à pleurer comme elle le faisait toujours quand elle voulait que l'émotion ramène la pièce sous son contrôle. Elle a dit, s'il te plaît, pas ce soir. Pas comme ça. Ne gâche pas Noël. Je l'ai regardé et j'ai dit, Noël a été gâché à la seconde où il a avoir un geste inacceptable envers mon bébé. Mon père a dit que ça suffisait. Si tu ne peux pas te calmer, alors peut-être que tu devrais partir et revenir quand tu seras prête à parler comme une adulte. J'ai ri à ce moment-là. Parce que ça semblait insensé, même en temps réel. Comme s'il me demandait de sortir prendre l'air après un désaccord sur la politique, pas après une. Cet incident inacceptable. J'ai dit, je ne reviens pas. Pas ce soir. Peut-être. Jamais. Mon frère s'est adossé au buffet et a dit, bien, alors va-t'en. La pièce est devenue très silencieuse après ça. Ma mère a eu le souffle coupé devant la franchise, mais elle ne l'a pas corrigé. Mon père ne lui a pas dit de s'excuser. Personne n'a dit, Émilie, attends. Personne n'a dit, laisse-moi prendre les affaires du bébé. Personne n'a dit, c'est mal. Alors, je suis parti. J'ai attrapé le sac allongé par terre près de la chaise haute, y ai fourré des biberons et des lingettes avec des mains tremblantes, et j'ai attrapé le petit bonnet en tricot d'Ethan sur le banc de l'entrée. Mes doigts ne fonctionnaient pas correctement. Je l'entendais pleurer contre mon épaule, plus doucement maintenant, confus, épuisé. Derrière moi, Jason a dit qu'elle faisait toujours ça, qu'elle faisait payer tout le monde parce qu'elle ne pouvait pas gérer un moment difficile.
J'ai dit sans me retourner, un jour, tu découvriras que tout le monde dans ta vie n'est pas prêt à saigner pour garder tes mains propres. J'ai ouvert la porte d'entrée avec mon coude et suis sorti dans le froid du Colorado. L'air a d'abord dépassé les bornes Ethan, et il a eu ce petit frisson. Surpris que font les bébés quand l'hiver trouve leur visage. Je l'ai blotti plus profondément dans mon manteau et j'ai attrapé le sac à langer que j'avais failli laisser tomber. Puis la porte d'entrée s'est refermée derrière moi. Pas claquée. Juste fermée. Délibérée, finale. Je suis resté là sur le porche une seconde, fixant le grain du bois tandis que les lumières de Noël clignotaient le long des gouttières au-dessus de ma tête comme si de rien n'était. J'ai alors entendu le bruit d'une serrure qui tournait. Je ne sais pas si c'était mon père ou ma mère. Je sais seulement que ma famille nous avait enfermés dehors la veille de Noël. Les lumières de l'allée projetaient de longues ombres pâles sur la neige. Mon souffle sortait par courtes rafales. J'ai descendu les marches avec précaution, tenant Ethan près de moi, essayant de ne pas tomber sur la fine couche de glace près de l'allée. Je ne savais même pas si je devais d'abord appeler Ryan ou simplement monter dans la voiture et partir. Mes mains étaient trop engourdies pour penser clairement, puis des phares ont balayé la cour avant et se sont arrêtés au bord du trottoir. J'ai reconnu ce camion avant qu'il ne soit complètement garé. Ryan était enfin à la maison. Et à la seconde où il est sorti et m'a vu debout dans la neige avec notre fils pressé contre ma poitrine. Quelque chose a changé pour toujours. Ryan est sorti du camion rapidement, mais pas imprudemment. C'était l'une des premières choses que j'avais apprises sur lui. En cas de crise, il ne gaspillait jamais de mouvement. Il a évalué la scène d'un seul coup d'œil. Moi, avec mon manteau pas complètement zippé. Ethan, pleurant contre mon cou. Le sac à langer à moitié ouvert à mes pieds. La porte d'entrée verrouillée derrière nous. La neige s'accumulant sur la rampe du Porsche. Puis ses yeux se sont posés sur le visage d'Ethan. Les marques étaient toujours là, moins visibles qu'à table, mais suffisamment nettes pour ne laisser aucun doute. Ryan ne m'a pas demandé si j'exagérais. Il ne m'a pas demandé ce que j'aurais pu faire pour envenimer les choses. Il ne m'a pas demandé si tout cela n'était peut-être qu'un malentendu. Il est venu directement vers nous, a posé une main sur ma nuque, l'autre sous le petit corps d'Ethan, et a dit très doucement, « Qui a fait ça ?» J'ai à peine pu sortir les mots. Ils nous ont mis dehors. L'expression de Ryan n'a pas explosé. Honnêtement, cela aurait été plus facile. Plus facile à comprendre, plus facile à répondre. Au lieu de cela, tout son visage est devenu immobile d'une manière que je n'avais vue que 2 fois auparavant. Les 2 fois où il décidait exactement comment gérer une situation qui était déjà allée trop loin. Il m'a pris Ethan juste assez longtemps pour resserrer la couverture autour de lui et vérifier sa joue avec 2 doigts. Prudent. Ethan l'a regardé avec des cils mouillés et une lèvre inférieure tremblante, puis a enfoui son visage contre la poitrine de Ryan comme s'il savait déjà quel adulte dans cette histoire était sûr. Ryan a embrassé le sommet de sa tête. Puis il m'a rendu Ethan et a dit, « Reste ici, chérie. Il est temps qu'ils comprennent ce qu'ils viennent de faire. » J'ai dit, « Ryan. » Il m'a regardé et ce qui se lisait sur son visage s'est adouci une seconde. Il a dit, « Je ne vais pas perdre le contrôle, mais je vais clarifier quelque chose. » Puis, il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte d'entrée dans son uniforme d'apparat, les épaules larges, calme, chaque ligne de sa silhouette nette sous la lumière du Porsche. Quand il a frappé, ce ne fut qu'une seule fois. Mon père a ouvert la porte peut-être 3 secondes plus tard, s'attendant probablement à me voir. L'expression sur son visage quand il a vu Ryan à la place était quelque chose que je n'oublierai jamais. Le soulagement a d'abord tenté de se former. Parce que Ryan était respectable et stable et que l'on pouvait peut-être compter sur lui pour arranger les choses. Puis Ryan s'est avancé juste assez pour que
Mon père voit l'expression dans ses yeux et le soulagement a disparu. Ryan a dit. Invitez-moi à entrer ou j'entre de toute façon. Mon père s'est écarté. Quand Ryan est entré dans la salle à manger, les conversations se sont tues en pleine phrase. Ma mère se tenait près de la table, serrant une serviette dans ses deux mains. Jason avait de nouveau son verre, bien sûr. Il essayait d'avoir l'air détendu, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire, même depuis l'entrée où je me tenais avec Ethan et j'écoutais. Ryan a regardé chaque visage comme s'il faisait l'appel sur une scène de crime. Puis il a dit, je veux que la personne qui a geste inacceptable mon fils m'explique pourquoi ma femme se trouve dehors dans la neige avec lui la veille de Noël. Personne n'a répondu. Ryan n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Jason a finalement dit, si Emily t'a dit que je l'ai frappée, elle en fait plus que ce que c'était. Ryan a lentement tourné la tête vers lui et a dit, plus que quoi? Plus que le fait que tu aies posé la main sur un nourrisson? Plus que la preuve de son geste? Plus que le fait que personne dans cette pièce n'ait pensé que mettre ma femme et mon enfant dehors par un temps glacial était inacceptable? Ma mère est intervenue alors. Ce n'était pas comme ça. Tout s'est passé si vite. Emily est devenue hors de moi. Ryan l'a interrompue sans même la regarder. Ma femme protégeait son enfant après que votre fils la contacte agressif. Utilisez les bons mots. Mon père a essayé ensuite. Jason n'aurait pas dû toucher le bébé. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais cette famille n'a pas besoin de menaces, de les autorités et d'un cauchemar public. Parce que les esprits se sont échauffés une seconde. Ryan fit un pas de plus vers la table. Il dit que votre famille devait décider quel genre de personne vous étiez à ce moment-là. Vous avez décidé. Ensuite, vous avez enfermé ma femme et mon fils dehors dans le froid. Alors ne restez pas là à me parler de cauchemar. Jason a posé son verre trop fort. Il a dit que personne ne les avait enfermés dehors. Emily est sortie en trombe comme elle le fait toujours et tout le monde agit comme si j'avais commis l'irréparable. Parce que j'essayais d'empêcher un gamin de crier au milieu du dîner. Ryan s'est tourné complètement vers lui. Puis il a dit, écoute-toi. Tu es un homme adulte. Qui explique pourquoi tu as jugé acceptable de faire du mal à un bébé de 7 mois. Parce qu'il pleurait. Jason a ouvert la bouche et les mots suivants de Ryan ont fusé avant qu'il ne puisse parler. Et si jamais tu t'approches de mon fils à nouveau sans ma permission, ce sera la dernière erreur que tu feras autour de ma famille. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Mon père ressemblait à un homme réalisant trop tard que l'autorité avait changé de camp et ne reviendrait pas. Jason a tenté un dernier ricanement. Il a dit, tu n'as pas le droit de venir ici et de donner des ordres aux gens comme si c'était une de tes bases. Ryan a dit, non, c'est plus simple que ça. Sur la base, les gens comprennent les conséquences. Puis il s'est retourné et est revenu vers moi. Il a pris le sac à langer de ma main, a glissé son bras libre autour de mes épaules et a dit, nous avons terminé ici. Personne ne nous a suivis. Personne ne s'est excusé. Personne n'a crié mon nom. Nous sommes partis au son de ma mère sanglotant dans une serviette et de mon frère marmonnant quelque chose à voix basse que même lui n'était pas assez courageux pour dire à haute voix. Dans le camion, Ethan a finalement commencé à se calmer, épuisé par les pleurs. Ryan conduisait d'une main et gardait l'autre tendue sur la console, posée sur mon genou comme s'il manquerait à quelque chose de solide tandis que tout mon monde basculait sous moi. Je pensais que le cauchemar avait atteint son paroxysme. Je pensais que la gifle, les moqueries, la porte verrouillée, que tout cela devait être le pire. Je ne savais pas que le lendemain matin, ma propre famille commencerait à m'appeler pour m'expliquer que ce que j'avais vu de mes propres yeux ne s'était pas vraiment produit. Le premier appel est arrivé à 8h13 le lendemain matin alors que je réchauffais
Un biberon et que je fixais le souvenir aux couleurs de la marque de la veille. De Noël comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Ryan était dans la chambre d'enfant en train de changer Ethan, et j'ai presque laissé mon téléphone sonner quand j'ai vu le nom de ma mère. Mais une partie de moi croyait encore qu'il y avait une ligne que même ma famille ne franchirait pas. Peut-être appelait-elle pour dire qu'elle avait repensé à la nuit et qu'elle comprenait. Maintenant. Peut-être avait-elle honte. Peut-être était-elle prête à dire les mots que j'avais attendus toute ma vie. Émilie, je suis tellement désolée. Au lieu de cela, elle a dit, chérie, j'ai besoin que tu te calmes avant que cela n'aille plus loin. Je me souviens m'être agrippé au comptoir de la cuisine si fort que mes doigts me faisaient mal. Elle a poursuivi directement. Jason se sent très mal. Personne ne voulait que les choses se terminent comme ça. Mais toi et Ryan avez transformé un mauvais moment en catastrophe, et maintenant ton père est hors de lui. J'ai dit, maman. Il a fait du mal à Ethan. Il y a eu une pause. Comme si j'avais utilisé un mot inutilement dramatique. Puis elle a dit qu'il essayait de le calmer. Émilie, tu sais à quel point c'était devenu bruyant. Ton frère a subi tellement de pression. J'ai pensé que je l'entendais peut-être mal. J'ai dit, sous pression. Il a dépassé les bornes un bébé. Ma mère a baissé la voix comme le font les gens quand ils pensent que paraître doux rend la cruauté raisonnable. Elle a dit, si tu continues à utiliser un langage comme celui-là, tu vas créer des dommages qui ne pourront pas être réparés. Je lui ai raccroché au nez. Mon père a appelé 20 minutes plus tard. Il a pris la voix du médiateur. Il a admis que Jason avait perdu son sang-froid une seconde. Il a dit que cela n'aurait pas dû arriver. Il a aussi dit, Émilie, les intentions comptent. Jason n'essayait pas de faire du mal à Ethan. Tu le sais. J'ai alors dit. Alors pourquoi y a-t-il une marque sur le visage de mon fils? Il a expiré. Comme si j'étais difficile. Les bébés deviennent rouges quand ils pleurent. Ryan est entré dans la cuisine juste à temps pour entendre cette partie. Il m'a jeté un coup d'œil et a compris. Il n'a pas demandé le téléphone. Il est juste resté à côté de moi pendant que je disais à mon père, si tu veux une relation avec mon enfant, ne m'appelle plus jusqu'à ce que tu puisses dire clairement que ce que ton fils a fait était mal. Puis je lui ai raccroché au nez aussi. Jason a envoyé un texto au lieu d'appeler. Cela seul m'a dit qu'il savait ce qui pourrait être prouvé plus tard. Son premier message disait, tu as toujours voulu que je sois le méchant. Félicitations. Son deuxième disait, si cela c'est ruine mon affaire, ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Son troisième disait, Ryan ne comprend pas comment les familles fonctionnent. Celui-là m'a presque fait rire d'incrédulité. À midi, ma mère avait changé de stratégie. Elle a commencé à suggérer que je ne pensais peut-être pas clairement parce que j'étais épuisée, émotive, hormonale. Une nouvelle mère, dépassée. Ma propre famille essayait de me convaincre que protéger mon enfant était une preuve d'instabilité. C'est à ce moment-là que quelque chose de froid et de précis s'est mis en place en moi. Peut-être parce que j'avais Ryan. Peut-être parce que j'avais Ethan. Peut-être parce que lorsque c'est votre propre corps qui est bousculé, vous pouvez vous dire de l'absorber. Mais lorsque c'est votre enfant, le mensonge se brise. J'ai commencé à tout sauvegarder. Chaque texto, chaque message vocal, chaque appel manqué. Ryan a posé son café et a dit, bien. Nous documentons tout. J'ai pris des photos de l'ajout d'Ethan à la lumière naturelle sous 3 angles. Puis j'ai appelé son pédiatre. L'infirmière a entendu assez dans ma voix pour nous obtenir un rendez-vous cet après-midi-là. Le docteur Melissa Grant a examiné Ethan attentivement, m'a demandé de lui raconter l'incident en entier, du début à la fin, et l'a consigné dans son dossier médical. Elle ne m'a pas dit que j'exagérais.
Elle ne m'a pas dit que le stress familial cause des malentendus. Elle a déclaré que tout adulte qui touche un bébé commet une infraction grave. Elle a dit, faites confiance à vos instincts. Elle a dit, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec ces personnes maintenant, il y a généralement une raison. J'ai pleuré dans la voiture après ce rendez-vous, non pas parce que j'étais confuse, mais parce qu'une quasi-inconnue m'avait validé plus clairement en 20 minutes que ma propre famille en 30 ans. Ryan nous a ramenés à la maison et a écouté pendant que je commençais à me souvenir d'autre chose. Pas des moments dramatiques dignes des gros titres, mais des plus petits. La façon dont Jason serrait trop fort les épaules de notre cousin Tyler quand Tyler l'agaçait. La fois où il a retiré brusquement une chaise à l'un des plus jeunes enfants à Thanksgiving parce que l'enfant avait pris un dessert avant les adultes. La fois où il a crié au visage de notre nièce. Jusqu'à ce qu'elle fasse pipi sur elle et que ma mère dise qu'il ne le pensait pas. Il était juste stressé. J'avais rangé tous ces souvenirs sous la rubrique bizarrerie familiale parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Maintenant, il commençait à s'aligner pour former quelque chose de plus laid. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit endormi, Ryan s'est assis en face de moi à la table de la salle à manger et a posé une question que personne d'autre n'avait posée. Qu'est-ce que tu sais avec certitude? Je l'ai regardé fixement. Il a dit, pas ce qu'ils ressentent, pas ce qu'ils prétendent, pas ce qu'ils veulent. Que tu remettes en question. Qu'est-ce que tu sais avec certitude? J'ai répondu lentement. Je sais que mes parents se souciaient plus de le protéger que de protéger Ethan. Je sais qu'ils nous ont enfermés dehors. Et je sais que si tu n'étais pas arrivé quand tu l'as fait, ils se diraient encore qu'ils étaient les personnes raisonnables. Ryan a hoché la tête. Puis il a dit, commence par là. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit un compte rendu complet de la soirée pendant que chaque détail était encore frais. Les heures, les mots, qui était assis où? Qui a dit quoi, qui est resté silencieux? J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable. Je l'ai sauvegardé. J'ai transféré les textos de Jason à une adresse email qu'il ne connaissait pas. Et plus je devenais organisé, moins je me sentais folle. C'est alors que ma mère a commis sa plus grosse erreur. Elle m'a laissé un message vocal ce soir-là en pensant paraître compatissante. Elle a dit, chérie, je sais que ton frère aurait dû gérer les pleurs différemment, mais si tu dis aux gens qu'il a dépassé les bornes Ethan, tu le feras paraître instable, et il n'est pas instable. Il n'est tout simplement pas doué avec les bébés. Cette seule phrase a fait deux choses à la fois. Elle a admis qu'il y avait eu un contact physique, et elle a prouvé que ce dont elle avait peur n'était pas la vérité, mais la façon dont la vérité sonnerait. J'ai sauvegardé ce message vocal à 3 endroits différents. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sachant qu'il ne s'agissait plus de survivre à l'incident. Il s'agissait de s'assurer que personne, y compris moi, ne pourrait jamais le réécrire. Et une fois que j'ai atteint ce point, les premières vraies conséquences commençaient déjà à se diriger vers mon frère, que ma famille soit prête ou non. Je ne suis pas allé en ligne. Je n'ai pas posté de messages cryptiques. Je n'ai pas essayé de transformer mon frère en spectacle public. Cela m'importait en partie parce que je ne suis pas cruel et en partie parce que je voulais que chaque étape après la veille de Noël soit nette, factuelle et impossible à rejeter comme de l'hystérie. J'ai rencontré un avocat de la famille la semaine après Noël parce que Ryan insistait sur le fait que si les gens essayaient déjà de déformer l'histoire, alors nous devions comprendre nos options avant qu'ils ne nous acculent avec les leurs. L'avocate, Janet Morrison, a écouté sans interrompre, a lu les textos de Jason, a écouté le message vocal de ma mère, a examiné les notes du pédiatre et a dit, vous avez plus de documentation que la plupart des gens ne pensent jamais à obtenir. Continuez. Elle n'a pas promis un miracle judiciaire spectaculaire. Ce qu'elle a dit était mieux. Elle a dit, la
Vérité conserve sa forme si vous la préservez tôt. Janet a envoyé une lettre officielle demandant à Jason de n'avoir aucun contact non supervisé avec Ethan. Et de ne pas me contacter sauf par écrit par l'intermédiaire d'un avocat s'il avait l'intention de menacer d'une action en justice pour atteinte à la réputation. Ce n'était pas du bluff. C'était une limite en langage professionnel. La première personne en dehors de notre maison à qui j'en ai parlé fut ma cousine Rachel, parce qu'elle avait une fille de 2 ans et avait prévu de la laisser chez mes parents pour une nuit en janvier. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'étais restée silencieuse et qu'un autre enfant avait été blessé. Parce que tout le monde prétendait encore que Jason avait juste une forte personnalité. Rachel est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, je savais que quelque chose n'allait pas avec lui. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un le dirait enfin à voix haute. Elle a annulé la visite le jour même. Puis un autre cousin a appelé. Puis une tante. J'ai été prudente à chaque fois. Je n'ai pas embelli. J'ai dit la vérité exacte. La veille de Noël, la table du dîner, Ethan pleurant, Jason la s'en prendra. Nos parents ont protégé Jason et nous ont enfermés dehors quand je me suis opposé. Il y a des dossiers médicaux. Il y a des textos. Il y a un message vocal. C'était tout. L'histoire ne s'est pas répandue parce que j'étais dramatique. Elle s'est répandue parce qu'une fois qu'une personne a dit la vérité, 3 autres personnes ont finalement admis qu'elles en avaient leur propre version. Tante Linda m'a dit que Jason avait eu un comportement très agressif avec l'un des cousins de cuisine il y a des années pour du punch renversé. Mes parents ont appelé ça des chamailleries. Rachel m'a rappelé la nièce sur laquelle il a crié jusqu'à ce qu'elle fasse pipi sur elle. Un oncle m'a dit qu'il avait un jour refusé de laisser Jason surveiller ses fils à nouveau après avoir vu à quel point il devenait agressif quand il n'écoutait pas. Mais il n'a jamais dit aux autres pourquoi parce qu'il ne voulait pas de guerre familiale. Soudain, l'image de Jason en tant que fils stable et réussi a commencé à se fissurer de toutes parts. Et voici le truc avec les hommes qui ont passé toute leur vie à l'abri des conséquences. La première fois qu'on leur refuse le droit de contrôler l'histoire, ils paniquent. Jason a paniqué exactement comme je m'y attendais. Il a commencé à appeler des parents et à dire que j'essayais de détruire son avenir. Il a prétendu que Ryan avait intimidé tout le monde. Il a dit qu'Ethan avait à peine été touché et que j'utilisais la maternité pour régler de vieux ressentiments. Mais à ce moment-là, 2 choses s'étaient déjà produites qu'il ne pouvait pas contrôler. Premièrement, l'une des familles qui s'était éloignée de lui avait des liens sociaux avec les investisseurs attachés à son grand projet de maison de ville. Pas des partenaires directs, mais suffisamment proches dans les mêmes cercles de Denver pour que les gens parlent. Deuxièmement, Jason lui-même a perdu le contrôle lors d'une réunion. Je n'ai pas été témoin de cette partie, mais j'en ai entendu parler par 2 sources distinctes et plus tard par mon père lors d'un appel à moitié furieux, à moitié désespéré. L'un des partenaires potentiels a demandé de retarder l'examen final jusqu'après les vacances car il y avait des préoccupations concernant la volatilité personnelle et des problèmes familiaux. En suspens. Jason a claqué un dossier sur la table et a exigé de savoir qui avait parlé. Cette explosion a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire. Des contrats comme le sien étaient bâtis sur l'image, la confiance, la prévisibilité et l'illusion qu'il était l'homme le plus contrôlé de la pièce. La 2e semaine de janvier, le projet était en pause. La 3e, il était annulé. Jason m'a appelé le soir où il l'a découvert. J'ai failli ne pas répondre, mais Ryan a hoché la tête de l'autre côté du canapé et a appuyé sur l'enregistrement de mon téléphone avant de le faire glisser vers moi. La voix de Jason était rauque de rage. Il a dit, es-tu contente maintenant? Tu m'as coûté des millions d'euros parce que tu n'as pas pu te taire pour une fois dans ta vie.
J'ai dit, je ne t'ai rien coûté. Tu as levé la main sur mon fils. Il a éclaté d'un rire qui semblait lui faire mal. Je l'ai tapoté pour qu'il arrête de crier, et tu en as fait une guerre. J'ai dit, si perdre un contrat dépendait du fait que personne ne sache comment tu te comportes avec les enfants, alors tu n'as pas perdu ce contrat à cause de moi. Tu l'as perdu parce que la vérité a finalement atteint une pièce que tes parents ne pouvaient pas gérer. Il a juré et a dit que j'avais toujours eu besoin de quelqu'un de plus grand pour mener mes batailles. D'abord maman, maintenant ton mari militaire. Parce que tu n'as jamais eu le courage de m'affronter seul. J'ai dit, Jason, tu as dépassé les bornes. Bébé. Il n'y a rien dans ma vie de plus bas que ce que tu as fait. Il a raccroché après ça. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Mes parents ont atteint une nouvelle étape après l'échec du contrat. Ils ont cessé de prétendre que rien ne s'était passé et ont commencé à prétendre qu'il s'était passé assez de choses. C'était leur compromis avec la réalité. Ma mère a dit, peux-tu s'il te plaît laisser tomber maintenant? Il a assez souffert. J'ai dit, assez pour qui? Ethan a-t-il assez souffert? La fille de Rachel. A-t-elle été assez protégée? Toutes les personnes qui sont restées silencieuses pendant des années ont-elles enfin payé assez pour l'avoir aidé à éviter les conséquences? Mon père a essayé une fois de plus de m'intimider avec des conséquences pratiques. Il a dit, ces choses peuvent dégénérer. Si les avocats s'en mêlent, tout le monde perd. La réputation compte. J'ai dit, vous devriez peut-être songer à votre réputation avant de défendre l'homme qui a fait du mal à mon enfant. C'était la première fois que j'entendais un vrai silence de sa part. Pas de l'évitement, pas de la temporisation, du silence. En février, Janet avait élaboré un cadre de règlement civil qui évitait un procès public complet, mais ne laissait pas Jason s'en tirer à bon compte. Il a dû rembourser les frais médicaux et juridiques. Il a dû accepter par écrit de n'avoir aucun contact avec Ethan, à moins que je ne change d'avis, ce que je ne ferai pas. Il a dû suivre une thérapie de gestion de la colère dans le cadre de la résolution, car son propre avocat savait qu'un juge n'apprécierait pas la totalité de ce qui se trouvait dans notre dossier. Mes parents n'étaient pas nommés dans les termes formels, mais ils étaient impliqués dans toutes les conséquences sociales qui ont suivi. Les familles avec de jeunes enfants ont cessé de considérer leur maison comme un terrain sûr. Les invitations ont changé. Les gens sont devenus prudents. Ce qui a détruit mes parents n'a pas été une grande humiliation publique. C'était de voir la famille s'ajuster silencieusement autour d'une vérité qu'ils ne pouvaient plus étouffer. Et Jason, pour la première fois de sa vie, n'avait nulle part où rejeter la faute pour arranger les choses. Il a perdu le contrat. Il a perdu son statut dans le monde des affaires. Il a perdu le bénéfice du doute automatique au sein de la famille. Mais ce qui m'a le plus satisfaite n'était pas son effondrement. C'était que chaque conséquence remontait directement au même fait simple pour lequel il s'était moqué de moi. Il a eu un geste impardonnable, mon fils. Et une fois que cette vérité a tenu bon, toute sa vie soigneusement protégée a commencé à s'effondrer sous son propre poids. 6 mois plus tard, la première chose qu'Ethan a faite par une chaude soirée de juin fut de faire 3 pas chancelants dans notre jardin vers Ryan, de tomber sur son derrière rembourré de couches et de rire comme si le monde ne lui avait jamais donné de raison d'avoir peur. Je me tenais sur la terrasse, tenant une assiette en carton d'un barbecue que nous avions organisé avec des amis de l'unité de Ryan, et je regardais notre fils s'applaudir tandis que 3 autres enfants l'acclamaient comme s'il avait gagné un championnat. Il n'y avait pas de sourire forcé, pas d'ego fragile à gérer, pas de marche sur des œufs pour qu'un homme adulte puisse se sentir puissant. Juste des rires, la fumée du grill, la playlist country de quelqu'un en fond sonore, et un enfant apprenant à faire confiance à l'espace qui l'entoure parce que les adultes qui s'y trouvent ont mérité cette confiance.
Jason n'était pas là. Il ne serait jamais là. Ses cours de gestion de la colère étaient devenus une autre chose amère qu'il disait. Aux gens lui avoir été imposés par des membres de sa famille vindicatifs. Il avait repris des travaux plus modestes après la mort du projet de développement. Mais le plus grand changement était que les gens ne se détendaient plus automatiquement en sa présence. Il devait vivre dans l'incertitude qu'il réservait autrefois à tout le monde. Il savait maintenant que lorsqu'il entrait dans une pièce avec des enfants, certains parents regardaient plus attentivement. Il savait que l'ancien bouclier familial autour de lui s'était fissuré. Mes parents ont aussi changé, mais pas de la manière nette et dramatique que les histoires promettent parfois. Ma mère ne m'a jamais présenté les excuses que je méritais. Mon père ne s'est jamais assis pour admettre toute la vérité en une phrase claire et honnête. Ce qu'ils ont fait à la place était plus petit et plus triste. Ils ont cessé de défendre ouvertement Jason parce qu'ils ne le pouvaient plus. Ils ont demandé à voir Ethan dans des conditions que Ryan et moi contrôlions. Ils ont appris que l'accès n'est pas de l'amour et que les grands-parents n'ont pas de droit sur un enfant qu'ils n'ont pas su protéger. Est-ce que je leur fais confiance comme je le voulais autrefois? Non. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je crois qu'ils ont enfin compris quelque chose qu'ils auraient dû savoir depuis le début. La paix qui est construite en forçant la personne blessée à se taire n'est pas la paix. C'est la permission. C'est la leçon que cette histoire a gravée en moi. Toutes les familles qui semblent respectables ne sont pas sûres. Toutes les tables de fête ne sont pas aimantes simplement parce que tout le monde appelle cela une tradition. Et toutes les personnes qui disent de garder la paix n'essaient pas de protéger la famille. Parfois, elles essaient de protéger la personne qui cause le tort parce que la vérité coûterait trop cher. Pendant des années, j'ai pensé qu'être là bonne fille signifiait absorber ce qui me faisait mal pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Puis je suis devenu mère et j'ai compris quelque chose avec une clarté qui a changé ma vie. On ne devrait jamais demander aux enfants de payer pour le confort des adultes. Pas avec leur corps, pas avec leur peur, pas avec le silence des personnes qui sont censées les défendre. C'est le cœur éducatif de tout ce que j'ai vécu. Si un adulte fait du mal à un enfant et que le premier instinct de la pièce est de l'expliquer, vous ne regardez pas un malentendu. Vous regardez un système de valeurs. Et si ce système de valeurs vous demande de protéger l'image plutôt que l'innocence, alors partir n'est pas de la cruauté. C'est du leadership. C'est de la protection. C'est de l'amour avec une colonne vertébrale. Ryan dit qu'Ethan ne se souviendra jamais de la veille de Noël. Il a probablement raison. Mais ce dont Ethan se souviendra en grandissant, c'est quelque chose de mieux. Il se souviendra que lorsqu'il était trop petit pour parler pour lui-même, ses parents l'ont fait. Il grandira dans une maison où pardon signifie responsabilité, où famille signifie sécurité, et où personne n'est autorisé à transformer sa douleur en un inconvénient. Cela compte plus pour moi que la réconciliation ne le pourrait jamais. Donc, s'il y a une chose que je voudrais que quiconque écoutant retienne de mon histoire, c'est ceci. L'amour sans limite est la façon dont le mal se recycle à travers les générations. Le véritable amour protège. Le véritable amour dit la vérité. Le véritable amour est prêt à devenir gênant au moment où un enfant n'est plus en sécurité. Et si votre propre famille vous déteste pour cela, alors peut-être que ce qu'ils aimaient n'a jamais été vous. Peut-être que c'était votre silence. Si cela avait été votre enfant dans mes bras ce soir-là, et que toute la pièce vous avait dit de laisser tomber pour la paix de la famille, qu'auriez-vous fait?